Merci. Alors, je tenais à remercier les organisatrices pour m'avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui sur cette question. Donc, hygiène et éducation alimentaire à l'heure des big data, aide à la décision et gain pour la santé, point d'interrogation. Donc, les principes hygiéno-diététiques ne sont pas nouveaux en droit de la santé. Donc, on sait que, à la période de l'Antiquité, on avait fait une relation entre le corps et l'alimentation, et même les hygiénistes au XVIIIe siècle et au XIXe siècle n'avaient pas ignoré non plus cet impact de l'environnement alimentaire sur la santé, mais plutôt pour des questions de sécurité sanitaire que des questions nutritionnelles. Mais en réalité, vraiment, la prise de conscience de l'importance de la nutrition en santé est assez récente, enfin c'est récent à mon échelle, c'est-à-dire il y a 20 ans, c'est vrai qu'on ne mesure pas toujours l'évolution du temps, donc c'était il y a 20 ans globalement, moment où l'OMS a commencé à parler d'épidémie d'obésité, donc notamment lors d'une publication en 2003. Et la France a été assez précurseur dans ce domaine, puisqu'on a mis en place un programme national nutrition santé depuis 2001 pour essayer de faire face à cette épidémie. Et donc on trouve dans le Code de la santé publique les éléments qui montrent que la nutrition fait partie de la politique de santé. Donc on a eu différents plans PNNS, Programme National Nutrition Santé, depuis qui sont intervenus. Alors, juste rapidement quelques chiffres quand même pour rappeler le lien entre la nutrition et la santé. Donc l'obésité dans le monde, l'obésité, le surpoids, c'est 2,1 milliards de personnes, donc 30% de la population. En Europe, globalement, on a 50% de la population européenne qui est en surpoids ou obèse. Et puis, on a un enfant sur 3 qui est touché par cette situation-là. Alors, en France, c'est moins catastrophique puisqu'on a globalement une prévalence de l'obésité et du surpoids qui est un peu plus faible, notamment chez les enfants, particulièrement pour l'obésité, mais pour autant, ça cache notamment de grandes inégalités sociales. Et concernant les risques pour la santé, on chiffre de plus en plus la part de l'alimentation dans la mortalité, avec des chiffres qui finalement sont assez impressionnants par rapport à d'autres risques qui sont peut-être mieux identifiés par le public, comme le tabac ou l'alcool. Et donc la part de l'alimentation, notamment dans les maladies cardiovasculaires, est une part extrêmement importante. Et puis il y a un coût financier, pas seulement un coût sanitaire. Donc là, j'ai indiqué les coûts en Europe, mais par exemple, le Trésor a chiffré en 2016, donc on ne peut pas considérer finalement qu'ils vont faire une surévaluation de ces coûts, donc ça ne vient pas du ministère de la Santé, ça vient du ministère de l'Économie et des Finances, donc 20 milliards d'euros pour les coûts directs et indirects. Alors les causes, on les a évoquées, elles sont multifactorielles, donc c'est justement la difficulté notamment des actions en santé publique en matière d'obésité et de surpoids, puisque évidemment là on ne va pas prescrire une alimentation avec un ensemble de médicaments qui vont pouvoir être prescrits à la personne pour qu'elle puisse éventuellement lutter contre cette maladie. Donc on est dans une complexité qu'on a déjà évoquée. Et par ailleurs, l'engagement individuel est important, mais l'environnement alimentaire joue beaucoup. Donc finalement, suivant que le magasin qui est juste à côté offre des produits particulièrement équilibrés ou non, suivant qu'on ait beaucoup d'argent pour se nourrir ou pas, etc. En tout cas, l'environnement alimentaire joue un rôle très fort avec des inégalités sociales très importantes. On subit un peu plus l'alimentation qu'on ne l'a choisie réellement. Et la situation particulière des enfants, dont l'alimentation est en partie déterminée par les parents et aussi par la restauration scolaire. Donc là, les marges de manœuvre sont aussi limitées. Alors, pour aborder cette question, j'ai fait en pluridisciplinarité, les juristes se permettent parfois des plans en 3 parties. Donc, un plan en 3 parties. Donc, d'abord, un élément concernant finalement le panorama dans lequel on se situe. Se poser la question de savoir si l'arrivée de données massives change les choses. Donc, d'abord, il faut souligner cette arrivée de données massives. Et dans un contexte de renouvellement des champs classiques, et après, on verra si ces données massives vont impacter les choix alimentaires et, au-delà des choix alimentaires, la santé nutritionnelle. Alors d'abord, le constat. Donc on a des données nouvelles. Alors quel contenu pour ces données nouvelles? À la fois sur la composition des aliments. Donc ça, c'est un point important. Par exemple, au Open Food Fact, on a 700 000 références. Donc c'est une association qui est indépendante des industriels de l'agroalimentaire dans le monde. Donc on a vraiment des informations très importantes
sur la composition des aliments. En France, avec le système Nutri-Score, on a aussi des informations qui vont être déterminantes. On a des informations sur les comportements alimentaires. Alors, de façon plus marginale, par les éléments recueillis par le personnel de santé à l'occasion de consultations diététiques, mais aussi beaucoup de données qui sont recueillies par le patient consommateur lui-même, par des applications à la fois de coaching et d'éducation nutritionnelle, des objets connectés comme les pèse-personnes. Terraillon, par exemple, vous propose des pèse-personnes intelligents, les frigos intelligents aussi qui apparaissent peu à peu, et puis les données recueillies par les assureurs qui proposent maintenant des contrats de complémentaire santé comportementale. Donc voilà, globalement, on a beaucoup de données sur les aliments et les comportements alimentaires. Et puis par ailleurs, le point important, c'est la nature de ces données. Certaines données sont des données personnelles relatives à la santé, pas toutes, certains relèvent du bien-être et ne sont pas des données de santé, mais je n'insisterai pas là-dessus, mais on a effectivement beaucoup de données qui sont des données de santé avec un régime juridique particulier qui va s'appliquer dans ce contexte. Et puis on voit arriver ces données massives, mais dans un contexte de renouvellement des champs classiques, c'est-à-dire que la frontière entre l'alimentation et la santé change. Il y a un double mouvement. D'abord, on a une très forte médicalisation du marché alimentaire, donc le vocabulaire, les produits proposés, donc avec des compléments alimentaires. Par exemple, on a un pourcentage très important d'enfants, on a presque 15 à 20% d'enfants qui mangent des compléments alimentaires tous les jours. Des allégations de santé qui sont apposées sur les aliments, et puis aussi une marchandisation de la prévention en santé avec un marché des objets connectés et des applications. Là, je ne les chiffre pas, mais effectivement, ce sont dans les premières applications en santé qui sont développées. Donc là, on a beaucoup d'évolution dans ce domaine. Alors forcément, ça induit un contexte général, là je n'entre pas dans le détail des big data et des choix alimentaires, mais un contexte général de porosité croissante entre le droit de la santé et le droit du marché pour les juristes. Parce que globalement, d'abord on a un vocabulaire, une rhétorique qui est assez proche, c'est-à-dire que le consommateur est l'arbitre de ses propres choix et sûrement il va faire un choix rationnel sur un marché en choisissant le produit qui est le plus adapté pour son bien-être. Mais le patient va être aussi responsabilisé, il est acteur de sa propre santé et en faisant des choix qui sont conformes à sa santé, il va pouvoir améliorer, par son mode de vie, améliorer ses données biologiques. Donc on a les mêmes objectifs finalement, d'ailleurs le vocabulaire est assez proche dans les textes, et ça entraîne aussi un métissage des normes juridiques. C'est-à-dire que par exemple, le régime juridique du médicament est largement entré dans le domaine de l'alimentation. Par exemple, les allégations de santé sont soumises à des autorisations qui, par exemple, une allégation de santé sur la réduction du risque, par exemple, lié à l'ostéoporose en consommant, par exemple, un certain nombre de produits laitiers, eh bien, sont soumises pratiquement à des procédures qui ressemblent aux autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. Donc, on a des points de convergence importants. Dans ce contexte général, quelle est l'importance, l'incidence des big data sur les choix alimentaires? Alors, on a un premier mouvement d'abord de surresponsabilisation des personnes dans la gestion de leur alimentation et de leur mode de vie. Donc là, aussi par l'accroissement des connaissances, on a l'illusion finalement, par la nutrition préventive, qu'on va pouvoir avoir son alimentation bien adaptée à soi pour mieux vivre plus longtemps et échapper à un certain nombre de maladies. Et donc là, c'est une surresponsabilisation des consommateurs patients par rapport à la donnée comportement, à la donnée environnement alimentaire, alors qu'on sait qu'en réalité, les études montrent que globalement, on a une marge de manœuvre de 10% et qu'il y a 90% pratiquement de notre alimentation qui est déterminée par l'environnement alimentaire. Donc on a cette illusion qui pose une difficulté par la multiplication des données que l'on a sur nos comportements alimentaires. Et puis par ailleurs, on va focaliser sur les déterminants alimentaires d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que sur les déterminants individuels, c'est-à-dire qu'on va favoriser juste des outils qui permettent aux consommateurs de mieux être informés sur ce qu'ils mangent. En revanche, on voit des échecs juridiques patents sur tous les modes d'action, les instruments juridiques qui permettraient de changer l'environnement alimentaire. Donc, par exemple, on peut citer l'impact du marketing alimentaire pour les enfants.
Une directive européenne a été adoptée en 2018 qui a encore renoncé à encadrer le marketing alimentaire pour les enfants, pour les produits particulièrement gras, sucrés et salés. De la même manière, en France, il y avait un amendement dans la loi Egalim en 2018 qui a été rejeté pour encadrer le marketing alimentaire. Et puis, par ailleurs, concernant ces big data en matière de choix alimentaires, eh bien, on voit qu'il y a une captation, on peut aller jusqu'à la captation, plus qu'une privatisation, par le marché du discours nutritionnel et de la prévention de l'obésité et du surpoids. Alors, avec une difficulté, c'est que finalement, d'abord, dans les forces créatrices de la norme alimentaire, le personnel médical et les instances publiques, les instances de santé publique sont de plus en plus absentes de la définition de la norme alimentaire. Ils résistent face à une norme alimentaire qui est de plus en plus captée par le privé. Alors on peut prendre un exemple concret, le Nutri-Score a été adopté avec beaucoup de difficultés, des conflits entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, il y avait des enjeux très importants de lobbying de l'industrie agroalimentaire. On a montré sa capacité à bien guider les choix des consommateurs, de faire le choix qui est le plus conforme à sa santé. Et on a aussi montré que c'était un outil qui était particulièrement utile pour lisser les inégalités sociales, c'est-à-dire que pour les personnes qui avaient des faibles connaissances en nutrition, c'était un outil qui était plus accessible et plus performant que d'autres outils proposés par l'industrie agroalimentaire. Eh bien, un mois après, 6 géants de l'agroalimentaire proposent leur propre profilage nutritionnel. Alors, ils ont renoncé depuis, mais c'était une bataille assez rude. Et donc, évidemment, leur profilage nutritionnel va classer les aliments de manière différente, notamment les aliments plaisir vont être mieux classés. Par exemple, certains produits laitiers comme les produits, les fromages par exemple, certains produits transformés vont être aussi mieux classés. Et puis, ils ont agi sur les portions et ne veulent pas avoir une référence qui soit une référence objective. Donc, notamment, ils vont réduire les portions, et ce qui permet finalement pour une barre chocolatée d'avoir un bilan nutritionnel qui paraît plus favorable qu'avant, mais tout simplement parce qu'on n'a pas joué sur la reformulation du produit alimentaire, mais sur la portion. Par ailleurs, non seulement les forces créatrices de la norme alimentaire se privatisent, mais aussi les acteurs privés vont, avec les acteurs publics, co-construire la politique de prévention de l'obésité et du surpoids, mais ils vont même agir, par exemple, sur les causalités. C'est-à-dire qu'ils vont donner beaucoup, ils vont beaucoup surinvestir toute la partie activité physique. On le voit par exemple dans les programmes qui sont mis en œuvre à la télévision pour les enfants et qui sont financés par l'industrie agroalimentaire. Globalement, pour éviter le surpoids et l'obésité, il faut surtout faire du sport. La question alimentaire, elle est minimisée. Et là, de la même manière, dans les applications qui sont développées par beaucoup d'acteurs privés, on voit beaucoup d'applications fitness, par exemple, avec quelques conseils diététiques. Mais finalement, on va surinvestir à la question des dépenses énergétiques par rapport aux apports énergétiques. Donc même sur les causalités, on essaye de brouiller un tout petit peu les choses pour dédouaner notamment l'industrie agroalimentaire. On va aussi promouvoir des régimes amaigrissants, alors que même qu'on montre que la multiplication des régimes amaigrissants est plutôt un élément aggravant dans le traitement de l'obésité et le surpoids, avec des variations de poids qui sont très importantes sur les personnes qui suivent de manière un tout petit peu anarchique des régimes amaigrissants. Alors cette implication des acteurs privés, on la voit notamment dans la future loi de santé publique. Là, je montre ce que serait l'espace numérique de santé pour chaque personne. Et on voit apparaître Mon Store Santé, donc à droite en bas. Alors Mon Store Santé, c'est quoi? C'est que dans l'espace numérique de santé, qui permet à la personne de gérer ses données de santé pour justement qu'elle s'investisse et qu'elle puisse améliorer sa santé. On fait référence notamment aux constantes de santé éventuellement produites par les applications, par des applications ou des objets connectés. Et donc là, on indique bien que ça peut être développé par des acteurs publics ou privés. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement même, du point de vue matériel, un quart de l'espace qui est dédié à une forme de marchandisation finalement du marché de la santé, mais qui en nutrition peut jouer un rôle très important. Alors, on voit finalement les doutes que l'on peut émettre concernant le fait que les big data puissent vraiment améliorer les choix nutritionnels, mais quel serait aussi l'impact tout simplement sur la santé nutritionnelle.
Alors on peut déjà sentir qu'il y a quelques risques sanitaires qui apparaissent. Alors évidemment, ça n'a pas, mon intervention n'a pas vocation d'être exhaustive, hein. Il y a beaucoup d'autres risques hein, concernant l'exploitation des données personnelles, etc. Mais du point de vue de la santé nutritionnelle, on voit parfois que cette utilisation des données peut même être contre-productive. Alors d'abord, la validité scientifique n'est pas toujours établie pour l'ensemble de ces outils, applications et objets connectés qui vont produire des données. Alors d'abord, il y a un premier point qu'on ne doit jamais oublier, c'est le décalage entre la déclaration et la réalité des consommations alimentaires. C'est-à-dire que, effectivement, on voit bien, rien que pour l'activité physique, on peut finalement modifier un peu sa montre connectée, ou en tout cas donner l'illusion. C'est pareil, dans le frigo, on peut mettre plein de produits qui soient des produits très favorables et finalement les jeter à la poubelle. Donc déjà, en termes d'observance, on a des difficultés en matière de médicaments, mais en matière d'alimentation, c'est encore plus difficile. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on sait qu'on a presque un tiers de nos aliments qui finissent dans la poubelle avec du gaspillage alimentaire, ça fait quand même beaucoup de décalage entre ce qu'on peut déclarer et ce qu'on peut véritablement consommer. Après, la difficulté, c'est que beaucoup d'applications ne sont pas du tout conformes aux nouveaux repères nutritionnels tels qu'ils ont été actualisés en 2019. J'ai pris juste des exemples, on va encore stigmatiser les jus de fruits, donc c'est mieux effectivement de prendre des jus de fruits que des sodas, mais par exemple, dans les 5 fruits et légumes par jour qu'on préconisait, avant on incluait les jus de fruits, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne prenaient pas seulement un verre de jus d'orange au petit déjeuner, mais qui buvaient un litre de jus d'orange dans la journée. Et donc on a dans les recommandations, enfin moi je sais que j'ai participé au travail du Conseil de la santé publique dans ce domaine, on a beaucoup discuté et justement on a souhaité limiter la consommation de jus de fruits. Mais dans les applis, ça n'apparaît jamais. C'est-à-dire que moi alors j'ai pas tout testé, hein, mais j'en ai testé plusieurs et on voit bien que si on met un jus de fruits, bah c'est bon, c'est dans les 5 fruits et légumes par jour. On a demandé une baisse aussi de la consommation des produits laitiers parce que chez certains hommes notamment, il y a des risques de cancer colorectaux qui sont importants, etc. Donc sur les produits laitiers, avant il y avait l'idée qu'il fallait manger 3 produits laitiers par jour. Et puis voilà, il y avait eu aussi l'influence de la PAC et l'écoulement des produits laitiers. Donc bon, globalement, il y avait des arbitrages qui s'étaient faits en matière de santé publique. Mais là, cette limitation, elle n'apparaît pratiquement pas dans les applications qui sont développées par le privé. Les applications sont souvent opaques. Par exemple, les initiateurs du Nutri-Score n'ont jamais eu accès à l'algorithme de Yuka. Donc Yuka, on sait globalement qu'il y a 60% de Nutri-Score, 30% d'additifs, 10% de bio. Pourquoi est-ce que dans l'arbitrage entre les risques toxicologiques, le bio et les risques nutritionnels, on est à 70? Ça, effectivement, en termes de validité scientifique, on peut parfaitement en douter. Par ailleurs, les applications, elles sont souvent simplificatrices. Par exemple, à l'intérieur des produits céréaliers, il faudrait distinguer entre les produits céréaliers simples et complets. Et notamment, on préconise dans les recommandations nutritionnelles des produits céréaliers complets. J'ai regardé sur l'appli Yasio, aucune possibilité pour le consommateur de s'en sortir, il n'y a aucune distinction. Ou alors, il faut qu'il ait une connaissance importante en nutrition pour, à travers chaque produit, déterminer celui qui est plus favorable à sa santé. De la même manière, on a une promotion des régimes amaigrissants par les applications, alors même que le Haut Conseil de la santé publique a demandé qu'il n'y ait plus de publicité pour ces régimes et plus d'applications en lien avec ces régimes qui ne soient pas validés par des critères scientifiques. Il y a des risques aussi liés aux pratiques commerciales trompeuses. Donc plus rapidement, globalement, on a un contrôle a posteriori du contenu des messages, pas a priori, alors même que par exemple pour un produit alimentaire, pour les allégations de santé, on a un régime plus strict, ce qui paraît étonnant hein, en termes de cohérence de la réglementation, ça pose une difficulté. Et puis beaucoup d'acteurs ne sont pas issus du monde de la santé. Beaucoup d'acteurs viennent du monde de l'informatique, qui ne connaissent absolument pas le domaine de la santé avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Et puis les liens capitalistiques avec les partenaires commerciaux, par exemple dans le domaine des complémentaires santé, avec les systèmes de récompense, ne sont pas du tout transparents. Et puis un petit point, je crois que je vais réclamer juste 1 minute, comme ça je vais pouvoir finir. Alors un petit point aussi sur les risques pour les personnes vulnérables. Je focalise juste sur un petit point et je reviens avec l'espace numérique de santé. L'espace numérique de santé, normalement, il doit être accessible pour les mineurs de plus de 16 ans. Entre 16 et 18 ans, ils vont avoir leur propre numéro de sécurité sociale et ils peuvent ouvrir leur propre espace Amélie. Donc ils peuvent ouvrir leur propre espace Amélie avec leurs applications et
leur propre gestion de la santé en tant que mineurs, avec notamment la gestion de leur alimentation. Quand on voit l'explosion de troubles alimentaires comme l'anorexie, etc., chez les jeunes filles de 15 ans, moi j'avoue que je suis assez inquiète de voir qu'une jeune fille pourrait, sur son espace Amélie, voir son application de coaching pour des régimes minceurs, par exemple, et qui serait exactement sur le même plan d'un point de vue visuel qu'un certain nombre de consultations médicales en lien avec sa santé. Donc, et puis, c'est tout à fait cité dans un certain nombre de rapports où on dit que ça serait favorable pour les adolescents. Donc, c'est pas du tout un oubli. On signale que les adolescents pourraient mieux gérer leur santé grâce à ce lien. Et puis, quel gain pour la santé? Donc, on a identifié les risques, ça ils sont certains, mais est-ce qu'il y a vraiment des gains pour la santé? On voit bien qu'il n'y a pas tellement de contrôle du bénéfice sanitaire des objets connectés. Alors évidemment, les bénéfices sanitaires d'un certain nombre d'instruments juridiques de santé publique en matière de nutrition, les bénéfices sont toujours difficiles à établir. On sait qu'on change le choix alimentaire, mais après que ça a un impact sur la santé, c'est une maladie. Enfin, on est dans le domaine multifactoriel, c'est extrêmement difficile. Mais pour autant, là, il y a très peu de vérifications. Dans le projet de loi santé de 2019, on rappelle les exigences en matière de sécurité des applications et des objets connectés, les exigences en matière d'interopérabilité, mais les exigences de bénéfices sanitaires démontrés, elles apparaissent extrêmement faibles, sinon inexistantes. Et d'ailleurs, dans le rapport Poncouri, on dit que les pouvoirs publics n'ont pas les moyens suffisants pour étudier l'ensemble des applications et dispositifs qui souhaiteront être référencés. Donc globalement, on va avoir beaucoup de systèmes d'auto-évaluation. Alors il y a certains outils qui sont des dispositifs médicaux qui seront plus encadrés, mais on en a beaucoup qui relèvent du bien-être et de la santé, qui vont être dans la même logique que l'agroalimentaire, avec une logique d'auto-évaluation, etc., de contrôle de second niveau, et finalement ce n'est que lorsqu'il y aura de grandes difficultés qu'on ira directement contrôler la fiabilité et le bénéfice nutritionnel du produit. On voit bien que les grands acteurs vont parfaitement définir leur propre référentiel avec une co-construction avec le privé. Alors, en conclusion, on voit réapparaître ces frontières poreuses à travers notre exemple entre le droit du marché et le droit de la santé, une forme de marchandisation de la norme alimentaire. Donc là, avec toutes les difficultés sur l'absence de bénéfices démontrés en matière de santé, et puis d'autres risques que je n'ai pas signalés, mais qui évidemment sont présents. La collecte et l'exploitation de données en matière de nutrition dans un objectif certes de santé publique, mais à une dimension commerciale qui est énorme. Le marché dans ce domaine est extrêmement important, avec des risques de discrimination et des risques de médecine à double vitesse pour un certain nombre de populations, sachant que, je rappelle, l'obésité et le surpoids touche particulièrement les personnes en situation économique défavorable. Et puis, par ailleurs, on voit que, par exemple, pour un adolescent, comment est-ce qu'il va gérer ses données, comment il va gérer les utilisations. En fait, c'est juste un clic, hein. Vous mettez un clic pour savoir si jamais l'utilisation des données est juste pour les médecins, un clic pour voir si jamais ça peut être accessible à d'autres personnels, etc. Donc on voit bien quand même que dans l'utilisation des données, on a des risques qui sont des risques extrêmement importants. Je vous remercie de votre attention et puis de m'avoir laissé quelques minutes supplémentaires.